troisième et dernier épisode du récit de voyage de M. Adolphe de Puybusque entre Montréal et Québec. Dans cet épisode-là, on va voir le trajet entre Trois-Rivières et la place d'Armes à Québec. Je vous souhaite une bonne écoute. Vendredi 11 janvier, à quelque part vers la fin des années 1840. Adolphe de Puybusque a dormi à Trois-Rivières. L'objectif de la journée, c'est d'aller coucher à Deschambault. Avant de quitter l'auberge de Trois-Rivières, il faut régler leur compte. Alors, le couple de Puybusque va payer un montant assez dérisoire pour l'équivalent de, par exemple, un feu perpétuel, 4 repas, 2 nuits, des Tommy Cods, des perdrix, une dinde. Et pour tout ça, on demande 2 piastres et quart, donc environ 12 francs de l'époque. Monsieur de Puybusque se dit pauvre Bernard, probablement le tenancier de l'auberge, et dit à ce compte-là, il va difficilement faire fortune. Le couple part donc de Trois-Rivières et se dirige à Champlain. La route commence à devenir, selon ce qu'il dit, méchante. On suit constamment le littoral. La neige va les assaillir de partout. Elle s'épaissit. Et au lieu de voir du bois, ils voient des plaines. Donc, aux deux côtés de la route, la plupart des clôtures ont entièrement disparu. La description de Champlain sous la plume de Puybusque est assez particulière. On voit que ce n'est pas le nom qu'il lui aurait donné. Il considère que le fondateur de la ville de Québec méritait mieux. Et dans sa plume assez poétique, dit quand on se rappelle tout ce que cet homme-là éminent a fait, ses voyages en Europe, le cardinal de Richelieu, il parle de tous ces éléments-là, ces excursions, ces découvertes, qu'on aurait peut-être dû nommer cet endroit-là autrement. Il concède toutefois à Champlain le fait que le marché de Trois-Rivières, qui est son marché le plus proche, lui prend plus d'argent qu'il ne lui en rapporte. Comme il était courant à l'époque de changer fréquemment de conducteur, c'est ce qui va se passer à Champlain, à l'auberge du Relais, à cet endroit-là. Ils vont laisser leur charretier de Trois-Rivières qui paraissait fiévreux à cette auberge-là. Le voyage poursuit sa route et passé Champlain, la neige commence à tomber de plus en plus fort. On ne distingue plus grand-chose, l'air est refroidi. Une tempête de neige devient imminente, alors il a fallu fermer à la hâte tous les rideaux de cuir opposés au vent. Le charretier, lui, on dit qu'il lutte de façon intrépide contre une grêle. Ça lui saute au visage. Et puis, encore une fois, une superbe description de Puybusque qui dit que le charretier saute avec l'agilité d'un singe d'un côté à l'autre de sa galerie. Et vers les premières maisons de la paroisse de Sainte-Anne de la Pérade, la catastrophe arrive. Le Slay se précipite dans un fond et il s'enneige complètement. À partir de là, ils s'inclinent à leur droite et éventuellement, ils vont devoir débarquer de leur véhicule. Ils sont de la neige jusqu'à la ceinture. On peut très bien imaginer le couple lourdement vêtu dans la neige jusqu'à la ceinture, paniqué un petit peu. Le charretier, le conducteur, à force de crier, lui, va parvenir à se faire entendre des maisons voisines. Et là, il y a 2 hommes armés de pelles qui vont arriver assez rapidement. Ces 2 bons samaritains-là, on les appelle les habitants. La description est presque humoristique lorsqu'il parle de la voyageuse qui se fait aider par les 2 habitants, les 2 bras élevés au ciel, pleins d'anxiété. Tout ça se passe sur le chemin du roi, donc on sait que les maisons sont séparées par des courtes distances, sont près du chemin à tout le moins. Donc c'est ce qui va favoriser l'aide assez rapide. Il dit, M. de Puybusque, que c'est le 2e accident de la journée. Et un vieillard de haute taille, à figure fine, intelligente et tout ça, va leur faire un accueil assez hospitalier. Il décrit comme un ancien voyageur de la Compagnie du Nord-Ouest. Il s'appelle Pierre Bailly, d'origine écossaise. Il dit qu'un de ses fils, c'est le curé du Cap de la Madeleine, un village à l'est de Trois-Rivières. Cet homme-là va donc inviter le couple dans sa maison.
Et M. de Puybus, qui est charmé, il dit que si c'était une auberge, il aimerait beaucoup ça, y prendre le gîte pour la nuit. Puis pendant que le charretier va remettre sur pied le sleigh et les chevaux, probablement aider des gens qui sont venus avec les pelles, eh bien, M. de Puybusque et sa femme, ils vont parler, ils vont avoir une discussion avec M. Pierre Belly, une discussion qui relate plein d'aventures de ce M. Pierre Belly-là. Je vous invite d'ailleurs à aller peut-être lire ce texte-là en allant voir le site Glanure Historique, ce blog-là, où il y a plein d'éléments intéressants. Le véhicule étant réparé, le couple va donc se remettre en chemin. Le charretier debout devant la porte donc fait claquer son fouet pour les rappeler à l'ordre. Alors on réembarque, ils vont se rendre jusque dans le centre de la paroisse de Sainte-Anne de la Pérade. Et là, il y a une petite auberge qui est tenue par un nommé Lecourt, qui est voisine de l'église. Et on a une hôtesse, une petite femme qui est dialecte, dégagée, tout ça, native de Yamachiche, qui est absolument nouvelle engagée probablement. Il lui est impossible de donner aucun renseignement. Tout ce qu'elle sait, c'est que le Seigneur est très aimé. Et là, M. de Puybusque écrit avec une certaine amertume qu'il n'a donné aucune poursuite, qu'il ne s'est pas plaint jusqu'à date, mais que là, il trouve ça quand même peut-être un peu intense. Il dit « Je suis français, le moyen d'être aimé par des Anglais, des Écossais, des Américains, ça serait contre nature. » L'auberge est plutôt rustique. Il y a 2 pièces. La première pièce, c'est familial. On va se laver, on repasse, on boit, on mange, on fume. Et il y a un poêle omnibus qui sert à peu près à tous les usages, chauffé à rouge, dit-on. Et dans la seconde pièce, il y a aussi un poêle omnibus et on va leur servir un souper, un repas qui est composé de 2 pièces froides là, de viande et puis du thé vert. Et pour lui, il n'est pas très très content. Il dit que c'est plutôt malheureux pour son estomac et aussi pour ses nerfs. C'est dans cette pièce-là qu'il va rencontrer un personnage qui proviendrait de Saint-Grégoire. On ne sait pas exactement c'est où. Il dit que c'est un ancien Acadien. C'est un homme qui recueille le grain dans les paroisses et qui le porte à Boston et aussi à New York. Ce personnage-là va heurter M. de Puybusque. Il va dire « Je n'attendais pas d'esprit d'entreprise de la part d'un ancien Acadien habitant une paroisse enténébrée de Saint-Grégoire qui ne veut pas d'école. » Et là, on voit toute la frustration d'un personnage qui travaille à l'instruction publique. Le voyageur entame une discussion avec M. de Puybusque en lien avec le désir d'aller en Californie. Et là, M. de Puybusque essaie de l'en dissuader en lui disant que la réponse ne se trouve pas en Californie, mais peut-être plus proche qu'il le pense. Et M. de Puybusque est bien content, il considère qu'il a convaincu ce personnage-là, mais il conclut en disant, d'une drôle de manière, « Quand cette race a une idée dans la tête, elle y est fixée comme un clou. Plus on frappe dessus, plus elle s'enfonce. » Et c'est ce qui termine le 11 janvier. Le samedi 12 janvier, après une belle nuit, ils vont continuer leur voyage. La veille, ils ont fait 2 relais. Il faudrait qu'ils en fassent 4 aujourd'hui pour rétablir la balance. Le temps ne s'annonce pas beau et la route ne s'annonce pas très très bonne non plus. Pendant qu'on va atteler les chevaux là, pour leur sleigh, ils vont courir aller visiter l'église de Sainte-Anne de la Pérade. Notre voyageur va en profiter pour faire une petite description de la rivière Sainte-Anne, dont l'embouchure est assez proche de l'église. Il qualifie cette rivière-là d'un des plus beaux affluents du Nord, avec un pont dessus qui va combler évidemment une des larges lacunes de la route de poste. Ils vont donc cheminer péniblement, qu'ils disent, jusqu'à Deschambault. À partir de là, la rive du Saint-Laurent prend des proportions de falaise. Il y a une succession de montées, de descentes. L'objectif, c'est de se rendre chez un certain Langevin à Deschambault. Mais il va y avoir un changement de plan. Ils vont descendre chez un dénommé Marcotte. Et c'est là qu'ils vont faire un petit tour de passe-passe. C'est qu'au lieu d'un extra, ils vont leur donner une diligence à 4 places. Une voiture qui est plus lourde et plus lente, et puis qui faisait en sorte que les prix étaient plus bas.
Le dénommé Marcotte va être très poli. Ils vont leur servir un potage, ils vont se réchauffer. C'est là qu'il faut faire une petite précision, c'est que le dénommé Marcotte est à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ils ont fait un bout de chemin, puis ils sont arrêtés chez le dénommé Marcotte de façon imprévue. Ils s'en vont vers Deschambault. Ils vont quitter le dénommé Marcotte, puis ils vont faire à peu près, à ce qu'ils disent, une lieue, et il va se produire un événement. Ils vont rencontrer une malle-poste et le charretier de cette dernière voulait absolument faire un échange de chevaux et c'est ce qui va être fait. La diligence va donc se rendre à Deschambault avec les mêmes chevaux là, qu'ils ont échangés avec la malle-poste. Et ils vont entamer un petit arrêt. Ils vont ensuite décider de partir de Deschambault assez rapidement. Il va décrire, après Deschambault, il dit que la rive du Saint-Laurent est escarpée, brisée, que ça s'élève avec raideur, puis que, bon, c'est vraiment des pentes assez abruptes. C'est à la hauteur de Cap-Santé et Jacques-Cartier que notre voyageur va trouver les sites les plus pittoresques, à ce qu'il dit. Il dit que Cap-Santé est renommé pour son bon air, qu'il est abrité des vents du nord par un rempart de montagnes boisées. Et puis, ils ont visité l'église de Cap-Santé aussi. Il va être question d'une description des pêcheries d'hiver établies sur les rives du Saint-Laurent. On pratique des trous dans la glace, on y plonge des filets qui vont se remplir et il y a diverses espèces de poissons. Il dit que c'est un métier qui est rude et qui passe une partie du jour à attendre et quelquefois même de la nuit, qui allument devant leur porte là, des grands feux sur la glace. Ils vont bientôt quitter Cap-Santé, qui va les ravir. Puis ils vont arriver à Jacques-Cartier. Et là, bon, ils sont étonnés de voir à quel point c'est charmant. Il dit qu'il y a une baie circulaire dans laquelle l'industrie a établi des usines. Il parle qu'il y a un groupe d'arbres verts argentés de neige, diamantés de givre. Hein, on voit le côté poète. Ses moulins, ses cottages, son pont. Une fois le pont traversé, là, ils vont se rendre dans une belle sucrerie. Là, ils sont sur les plateaux des Caps. C'est là qu'il va faire état d'arbres coupés par la hache ou par le vent qui sont présents là, très souvent. Vers la fin de l'après-midi, vers 4 heures, ils vont atteindre le relais des Écureux. Ça, c'est près de Donnacona. C'est des chemins pittoresques, assez accidentés, assez difficiles aussi, les plus longs à parcourir. Ils vont effectuer le changement des chevaux à cet endroit-là. On se prépare à faire une route de nuit et il est noté ici que la nuit, les habitations étant quand même rapprochées pas mal sur le chemin du roi, ben, il sort une clarté là, de chaque maison puis que ça aide à voir où est-ce qu'on s'en va. Le relais où ils sont, le relais des écureux ou des écureuils, c'est une seigneurie qu'on dit. Et puis que la seigneurie suivante va s'appeler Neuville. Ils vont donc se rendre jusqu'à la halte de Saint-Augustin, plusieurs kilomètres plus loin, où est-ce qu'ils vont faire reposer les chevaux. Ils parlent de Saint-Augustin comme une paroisse florissante, qui sont comme les greniers d'abondance de Québec. Que c'est une colonie de réfugiés acadiens, qui dit. Il est question aussi d'un nom de famille assez courant, paraît-il, à Saint-Augustin, les Desroches. Le relais de Saint-Augustin, l'hiver, il est presque obligatoire pour éviter plusieurs difficultés, puis surtout les ravins de Cap-Rouge. En été, c'est possible de suivre les caps ou les bords de l'eau jusqu'à Québec, mais ce n'est pas le cas en hiver. Ils vont quitter Saint-Augustin pour la vieille Lorette. Et rendu là, ben, le charretier était mêlé. Il croyait qu'ils étaient en stage ou en stage. Alors, il les a conduits dans un relais au lieu de les conduire à l'auberge. Rendus là, ils se sont rendus compte qu'il y avait juste comme 4 murs. Alors, il y a 2 pauvres Irlandais de 15 à 18 ans, dit-on, qui vont leur offrir de leur céder un lit. Mais ils vont s'expliquer, ils vont trouver une bonne auberge à 3 minutes de là. Dans cette auberge, ils vont rencontrer une femme qui prétend être une descendante de Samuel de Champlain.
Il va y avoir une histoire autour de l'ivrognerie et peut-être d'un personnage qui serait décédé dans cet hôtel-là. Et c'est ce qui va terminer le 12 janvier. Dimanche 13 janvier, dernier jour de route. Nos voyageurs se trouvent à la vieille Lorette, probablement l'ancienne Lorette aujourd'hui. Ils sont dans une auberge avec une dame qui s'appelle Mère G, on ne dit pas le nom, et qui leur sert du café, qui leur sert des œufs, et ils vont se préparer à partir pour la ville de Québec. Tout en prenant leur café, ils vont remarquer un défilé d'habitants, d'habitantes, tel qu'il est dit, qui se rendent à l'église. La description est très intéressante. Il dit que les femmes sont vêtues de capotes noires ouatées et piquées ou de chapeaux de fourrure teintes de couleurs rousse ou grise, de gros manteaux de drap à plusieurs collets, anciennes formes de carricks, de voiles vert double. Et les hommes sont tous vêtus d'étoffes du pays, espèce de drap gris de fer, et ils portent des ceintures rouges. Le chapeau de feutre noir remplace la tuque bleue de la semaine, et ils portent aux pieds d'énormes mocassins de cuir jaune. Les chevaux sont attelés et ils vont se mettre en route pour Québec. Il y a 3 lieux entre l'ancienne Lorette et Québec. Mais il faut traverser la Suède. En fait, il décrit ici la route de la Suède. C'est une route très, très, très importante à l'époque et je vous invite à aller écouter La route de la Suède, un balado sur audio qui s'appelle L'Histoire avec Jean-François Caron, La route de la Suède. C'est très, très intéressant, à peu près 12 minutes sur l'explication de cette route-là. J'ai d'ailleurs mis le lien là, dans la description de la vidéo. La Suède, tel qu'il est décrit ici, c'est un bas-fond qui se trouve au pied du grand plateau des Plaines d'Abraham sous Sainte-Foy. Il décrit que lorsque le vent souffle de l'est, ça balaie tout le plateau, puis la neige s'abat par tourbillon sur la Suède. Il dit que dans la route entière, il n'y a pas plus mauvaise place. Il y a de nombreux accidents qui ont eu lieu les derniers jours et puis qui ont été obligés de travailler fort avec les pelles, la pioche pour faire une brèche. Ils n'ont pas enneigé, tel qu'il dit, ils ne se sont pas enneigés, le vent avait tourné, ils l'ont eu dans le dos. Ils vont donc gravir une pente et ils vont se rendre jusqu'au plateau de Sainte-Foy. Il va décrire les maisons de campagne de la route Sainte-Foy. Ils vont dire qu'elles sont jolies et coquettes en été, qu'elles présentent un aspect sévère. Il dit qu'en hiver, plusieurs sont bloquées par la neige et qu'on ne voit pas une seule clôture. C'est à midi qu'ils vont entrer à Québec, au moment où on sort des églises. Notre couple de voyageurs va parcourir la ville de Québec et ils vont se rendre jusqu'à la place d'Armes, aujourd'hui proche du château Frontenac. Et ils vont se retirer chez un monsieur Russell qui, à l'époque, détenait l'ancien hôtel Union, qui portait le nom en fin 1840 de Saint-Georges. Et c'est là qu'ils vont avoir 3 grandes pièces au rez-de-chaussée. Le prix de leur pension, c'est 20 livres par mois ou environ 550 francs. Et c'est ici que se termine le voyage entre Montréal et Québec pour monsieur et madame de Puybusque.